Le bleu est une couleur chaude par Julie Marot. C'est trop beau. C'est une magnifique histoire. Alors ça, c'est un grand format. C'est quand même assez rare. C'est plus grand qu'une BD franco-belge. J'en ai pas à portée de main, mais bon, franco-belge, normalement, ça arrive à peu près là. C'est un très très bel album. Du côté Toussouk, c'est tout bête, mais je sais pas, Toussouk, je trouve ça super agréable à lire. Ça se bouquine très facilement. Enfin bon, ça c'est juste enrobage, mais je trouve ça super sympa. Donc, c'est une très jolie histoire d'amour entre deux demoiselles. Entre une fille, donc c'est à la base, à l'origine, c'est Clémentine, une demoiselle, hop, qui est celle-ci, qui se pose des questions dans sa vie d'ado, qui est un peu célibataire endurci, mais qui essaie de flirter à droite à gauche, qui essaie d'avoir une première aventure avec un garçon qui la satisfait pas, enfin elle est embrouillée dans sa tête, elle se pose des... Elle est un peu perdue, voilà, l'adolescente perdue. Et jusqu'au jour où elle croise dans la rue une demoiselle prénommée Emma. Elle va juste la croiser, elle va retenir ce visage parce qu'elle a les cheveux colorés en bleu. Et du coup, elle va avoir un petit coup de foudre, quoi. C'est sans pouvoir marquer, sauf forcément, elle refuse de voir ce coup de foudre vu qu'à la base, elle est hétéro. Elle va trouver ça normal, elle va pas comprendre les pulsions qui naissent en elle et qui va les conduire à avoir des fantasmes la nuit, etc. sur cette fille qu'elle a à peine aperçue. Donc évidemment, tous les troubles d'adolescence sont traités. Il y a de très très belles images au niveau narration. Et donc quasiment toute l'histoire se passe en bleu, pardon, en ton de gris, avec juste quelques couleurs bleues par-ci par-là, qui sont donc les choses fortes dans l'esprit de Clémentine, notamment les cheveux d'Emma. Mais ça peut être le polo qui était en bleu de son premier petit copain, c'est tout ce qui peut un peu la toucher ou l'émouvoir. Et donc à savoir que cette histoire de son adolescence est un flashback. Parce que le côté particulier de cette histoire, c'est que dans les 2 premières pages, on apprend que Clémentine est morte. Voilà, dès le début, ça annonce la couleur. Il n'y a pas de fin joyeuse à cette histoire. Je vais y arriver, pardon. Et tout le reste de l'histoire, on voit donc Emma qui va lire le journal intime de Clémentine et lire les pensées très personnelles et ce qu'elle a vécu dans sa rencontre avec elle. Euh, le fait qu'on sache qu'il y a une fin funeste à cette histoire rend tous les moments de bonheur pas amers. Ça devrait pourtant, mais non, il les rend d'autant plus beaux, ça sublime les moments parce qu'on sait que ça va mal finir à la fin. Mais que pour l'instant c'est magnifique, on a envie pour elle qu'elle en profite un maximum, on croise les doigts pour qu'elle soit heureuse le plus tôt possible, donc on est vraiment, ça a un côté immersif, et donc dans les moments où on revient dans le présent, on revient sur des couleurs. Là donc c'est Emma chez les beaux-parents qui va suivre qui va aller lire les journaux intimes. Et donc voilà, c'est vraiment du sentiment très, très profond. On va chercher loin dans les émotions. Il y a beaucoup de moments assez poignants qui prennent au cœur. C'est pas tout le temps de lecture facile dans le sens où il y a pas beaucoup d'humour, il n'y a pas beaucoup de gags, c'est très humain. Et du coup, ça fait d'autant plus mal au cœur quand on voit comment ça termine et quand on voit par quoi ces 2 demoiselles vont passer. Mais du coup, on tombe tout autant amoureux d'Emma que Clémentine et on est tout autant dégoûté à chaque fois qu'il y a un caprice de la vie, à chaque fois que les parents s'opposent à leur union, à chaque fois que tous les clichés d'un adolescent qui découvre son homosexualité et puis qui en bave, quoi, qui en bave. Mais là, on est très très touché par tout ça et du coup, c'est vraiment un récit que j'aime énormément et que je vous conseille de découvrir parce que c'est vraiment des beaux moments, voilà, des beaux moments traités. Le bleu est une couleur chaude. Amer béton par Taiyu Matsumoto. Alors, Amer béton, c'est du cultissime, c'est pas récent, hein, ça commence à avoir de l'âge, il me semble que ça a déjà bien une quinzaine d'années, 10 ans ou 15 ans, quelque chose, peut-être même plus. Ça a été adapté en cinéma, on a entendu parler en film d'animation il y a quelques années. Donc du coup, ça a été réédité, là c'est une réédition, très jolie d'ailleurs. C'est une histoire, alors on va même pas commencer par l'histoire, on va commencer par le graphisme, parce que c'est quand même ce qui choque au début, qui est limite repoussant la première fois qu'on le voit. C'est du pur noir et blanc, il n'y a pas de trame ni quoi que ce soit. Et le design est plus que particulier, quoi. L'architecture, il n'y a strictement aucune perspective,
c'est construit, on peut croire que c'est construit à l'arrache. Donc ça peut rebuter franchement au début. Quand j'ai vu le truc, je l'ai acheté uniquement pour parce que c'était connu, parce que tout le monde disait que c'était que. Je me suis dit, je vais découvrir. Les premières pages, je me dis vraiment, est-ce que je vais lire tout? Parce qu'il y a quand même un pavé de 500, c'est presque 600 pages. C'est assez long à lire. Et on se demande franchement si on va aller jusqu'au bout. Et au bout de allez, 20 pages, on sait qu'on va aller jusqu'au bout parce que ça déchire, quoi. C'est génial. Donc l'histoire, ça se passe dans un monde un peu imaginaire, un monde alternatif, dans la ville de Trésorville, une ville gouvernée par les mafiosos, en gros c'est New York, quoi, enfin New York ou Chicago, des choses comme ça, quoi, un peu dans ce genre-là. Les flics un petit peu pourris qui sont malmenés par les mafiosos, etc. Et dans ce monde-là, il y a les deux gamins, donc ils sont là. C'est noir, celui qui avait les lunettes autour du cou, et blanc. Enfin, dans la BD, c'est Noiro et Blanco. Dans le film, c'est Noir et Blanc, il s'appelle. Ils ont varié la traduction. Et donc, ce sont deux gamins qui sont surnommés les chats. C'est des gamins qui vivent en marge de la société, qui sont à la limite sauvages. C'est pour ça qu'on les appelle des chats. C'est des chats sauvages. Ils font tout et n'importe quoi. Ils votent, ils frappent, mais ils ont une espèce de morale. C'est une BD qui n'a aucune morale. Il faut absolument rien baser sur les faits qu'il peut y avoir dans notre monde à nous. Ce qui est moral chez nous peut être immoral chez eux, ou inversement. Tous les méchants ne sont pas totalement méchants, les gentils ne sont pas totalement gentils. Enfin, voilà, il faut se sortir toutes les idées préconçues qu'on a en tête avant de lire ça, parce que c'est vraiment un monde à part. Et donc ces deux gamins vivent dans cet univers à leur façon, comme des enfants pauvres, quoi, mais des enfants libres au moins. Ils ne se soumettent pas à la société. Et jusqu'au jour où dans ce monde gouverné par les mafiosos, il y a un des mafiosos, un vieux de la vieille, quoi, qui est surnommé Laura, je ne sais plus son nom officiel, qui va se confronter à un nouvel énergumène arrivé en ville, qui est surnommé le Serpent. Chaque personnage a des surnoms comme ça d'animaux. Et ce serpent est le reflet de la commercialisation. En fait, c'est un industriel qui veut transformer une grosse partie de Trésorville en parc d'attractions, tout simplement parce que ça rapporte du pognon. Et le parc d'attractions, qui devrait être une image festive, a l'image du diable dans cette histoire. C'est la chose qui va dénaturer Trésorville. Trésorville est bien comme elle est, même s'il y a des crimes, même s'il y a des meurtres, des agressions. C'est Trésorville. Et on a envie le lecteur comme les personnages, qu'ils soient respectés. Et ce serpent va tout dénaturer. Le mafioso qui adore les traditions, le rat, ne va pas supporter ça, va essayer de trouver une façon de contrecarrer. Le serpent qui veut s'emparer de la ville, forcément, va être confronté aux chats qui sont un peu considérés comme les rois de la ville. Les chats disent c'est notre ville parce qu'ils font ce qu'ils veulent dedans, ils sont libres dedans, ils l'aiment et ils veulent pas être emmerdés par un gars qui veut tout démolir et pour le reconstruire à sa sauce, quoi. Et donc il y a beaucoup de combats, c'est pas énormément de scènes d'action, mais d'affrontements entre les différents personnages. Ils se courent après, ils essaient de s'affaiblir, de se tirer dans les pattes. Il y a une espèce de complot derrière qui amène d'autres choses au niveau du scénario. Et à chaque fois, il y a ces deux gamins qui ont un univers tout bien à eux dans leur tête, qui sont à moitié pris dans leurs rêves. Surtout Blanco, il est limite autiste, Blanco. Et il est dans son monde, il est dans son univers, et il erre dans le présent, il essaie de survivre comme ça. Et donc voilà, en gros, on va pas rentrer plus dans les détails du scénario, il y a beaucoup de rebondissements. Mais voilà, c'est cette confrontation entre les personnages qui est intéressante dans ce monde totalement surréaliste et qui est extrêmement prenant. Et à la fin du bouquin, on n'a qu'une envie, c'est de visiter Trésorville, même si c'est une ville à la limite pas loin d'être terrifiante. On n'a qu'une envie, c'est de la visiter avec eux, quoi, parce que c'est assez magique. Donc voilà, ça c'est un grand classique je dirais se forcer à lire, même si ça mérite pas de dire ça, mais pour le côté graphique, je pense que tout le monde sera rebuté par le graphisme au début, mais il faut se forcer quelques pages pour l'apprécier parce que c'est vraiment une belle œuvre, et à voir aussi en dessin animé. Le dessin animé est génial. Voilà, Amer Béton.